Merci. Merci. Voilà, je pense que vous m'entendez. Donc, je Oui. vais partager l'écran et lancer mon diaporama. Je pense que c'est... Voilà, partager. Je suppose que vous le voyez. Il n'est pas encore en version diaporama, mais ça ne saurait tarder. Est-ce que c'est bon là pour vous? Vous le voyez? Super. Donc, la Chine à la conquête de l'espace. Alors, effectivement, quand on parle de nouveaux territoires et de conquête, bien évidemment, on pense immédiatement aux missions actuelles chinoises qui sont tout à fait impressionnantes. Et donc, je vais vous montrer directement ce qu'il en est dans l'actualité toute récente. Alors, une actualité qui montre la maturité technologique de la Chine. Depuis quelques jours, hein, vous entendez quand même pas mal parler des 3 sondes martiennes qui sont actuellement donc autour de la planète rouge. Donc vous avez une sonde qui a été la première à arriver, qui était une sonde émirati. Donc ça c'était, je dirais, la grande surprise parce que les Émirats arabes unis ne sont pas une puissance spatiale et que ce ne sont pas non plus un État d'une ampleur, on va dire, scientifique et technologique très reconnue aujourd'hui. Mais on va laisser de côté les Émiratis. Il reste 2 sondes qui, elles, font une mission encore plus compliquée puisque elle se pose sur Mars. Donc, on a vu la sonde Persévérance hier réussir cet exploit et la sonde chinoise Tianwen qui devrait à son tour se poser d'ici 2 mois environ parce que c'est la première mission martienne chinoise et que ça va prendre un certain temps pour la Chine de calibrer correctement son orbite, bien choisir son lieu d'atterrissage, puisqu'on dit atterrissage même pour Mars, et réussir l'exploit de se poser, tout ça dans une première. Alors c'est intéressant cette idée d'une première chinoise parce que là on se rend compte en 2021 que la Chine a un sentiment, je dirais, de compétence technologique et une assurance en soi qui est suffisante pour lui permettre de prendre le risque d'un échec. On n'a jamais vu aucune mission martienne aujourd'hui, enfin depuis en gros les premières missions martiennes importantes, c'est les missions américaines dans les milieux des années 70, les sondes Viking, et personne n'avait jamais eu le courage ou l'audace, comme vous voulez, d'imaginer lors de sa première mission de réussir à se poser, sachant que c'est assez compliqué parce que il y a très peu d'atmosphère sur Mars et surtout parce qu'on ne peut pas piloter l'engin vu les délais et la distance qui font qu'il y a plus de 11 minutes entre le moment où les choses se passent et les moments où on les reçoit sur Terre. Donc on a une mission complètement automatisée qui fait beaucoup parler de la Chine et qui fait beaucoup de parler de la Chine, je vais y revenir, en la crédibilisant d'un niveau technologique quasiment comparable à celui des États-Unis, ce qui n'est quand même pas tout à fait le cas, même si cette mission est tout à fait notable. Alors c'est d'autant plus important, je dirais, de parler du spatial chinois aujourd'hui que cette mission martienne, elle fait suite à des missions lunaires très très complexes qui sont en particulier ces missions d'abord d'atterrissage, d'alunissage sur la face cachée de la Lune. Ça encore, c'était une première. Alors, c'est pas en soi une mission extraordinairement complexe. Ce qui est complexe, c'est que quand vous êtes sur la face cachée de la Lune, vous voyez plus la Terre. Et donc, quand vous voyez plus la Terre, vous pouvez pas communiquer avec elle, si bien qu'il faut qu'il y ait un satellite qui ait été placé en orbite, sur une orbite qu'on appelle le point de Lagrange, qui permet de voir simultanément la Terre et la Lune. Et ça, c'était quand même quelque chose d'assez compliqué à faire. Donc la Lune a réussi cette mission, Chang'e 5, et elle a l'autre mission qu'elle a également réussi cet été, qui est de retour d'échantillons lunaires. Alors cette fois-ci, non pas de la face cachée, mais de la face qu'on connaît, avec un calendrier tout à fait intéressant, puisque la prochaine mission, c'est d'aller récupérer des échantillons de la face cachée. Et là, ça intéressera beaucoup de monde parce que des échantillons, même s'ils ne prenaient pas du même endroit de la Lune, on en avait, mais que des échantillons de cette face cachée, on n'en avait pas. Alors, on ne prête qu'aux riches, je dirais, et donc ça fait des années qu'on entend parler de la volonté par la Chine de poser un homme qui d'ailleurs serait apparemment plutôt une femme sur la Lune. Ça, c'est pas très clair.
il est probable que la Chine a bien l'intention de réussir cet exploit. Simplement, le calendrier, pour l'instant, officiel, n'existe pas. Et je pense que ça tient tout simplement à une forme de prudence du gouvernement chinois, d'autant plus que l'intérêt de poser un humain sur la Lune reste quand même assez fortement symbolique. Alors, en même temps, les Américains, à partir de théoriquement 2024, commenceront à avoir une base autour de la Lune et devraient vouloir se poser sur notre satellite naturel. Donc effectivement, s'il y a des Américains, ça sera un argument supplémentaire pour que les Chinois aillent au bout et finalisent ce volet habité. Et puis, il y a un troisième élément d'actualité qui montre finalement comment la Chine est vraiment à la conquête de l'espace et semble-t-il en passe de devenir un compétiteur des États-Unis, c'est la fameuse station spatiale habitée, là que j'ai posée dans le bas de ma diapo, qui, vous le voyez, ressemble quand même pas mal à beaucoup plus petit à la station spatiale actuelle. Et le hasard des calendriers, et là c'est vraiment un hasard de calendrier, parce qu'il faut bien penser que dans le spatial, entre le moment où vous prenez la décision et le moment où votre programme se met en orbite, hein, où le satellite est lui-même en orbite, il se passe des délais très longs qui peuvent souvent au-delà de 10 ans et qui peuvent même parfois atteindre une quinzaine d'années. Donc en réalité, on va avoir une coïncidence entre la fin de la Station spatiale internationale, qui est prévue théoriquement à partir autour de 2025, on va dire, et justement cette mise en service d'une station chinoise qui, du coup, serait la seule station spatiale habitée si la sonde autour de la Lune prenait un petit peu de retard, ce qui n'est pas du tout impossible. Et donc, on voit déjà la Chine proposer à la tribune des Nations Unies d'ouvrir sa station à finalement tous les pays qui seraient intéressés, ce qui sera un outil de soft power tout à fait intéressant. C'est d'ailleurs quelque chose qui avait été très largement pratiqué bien avant elle par l'Union soviétique, qui avait invité à bord de la station Mir un certain nombre de cosmonautes étrangers par, je dirais, affinité et intérêt diplomatique, et la France en a bénéficié puisque Jean-Luc Chrétien, notre premier cosmonaute, a volé précisément avec les soviétiques. Donc cette idée de la maturité technologique croissante de la Chine dans le domaine spatial, elle vient corroborer finalement cette représentation que l'on a désormais d'une Chine qui balaie tout sur son passage et qui progressivement se saisit de tous les leviers de la puissance dans un avenir proche. Alors, du point de vue de l'évolution de l'histoire du spatial chinois, c'est intéressant parce que là, on se rend bien compte qu'on est passé de ce qui était au départ une demande de reconnaissance à l'affirmation de la grandeur nationale. Et c'est vrai que le fameux slogan de Xi Jinping sur le rêve chinois cadre très bien avec ce fameux rêve spatial. J'ai pris un extrait du livre blanc, c'est l'ouvrage programmatique hein, que la Chine sort tous les 4 ans, donc on attend là dans cette année le prochain livre blanc. Cela fixe les objectifs pendant le plan quinquennal. Et là, on a une affirmation très claire. Donc, ce livre blanc porte sur les activités spatiales. Hein, donc, c'est tout à fait normal que, évidemment, ça soit ce volet-là de l'activité qui est mise en avant. Mais il dit très clairement explorer le cosmos, développer l'industrie spatiale et faire de la Chine une puissance spatiale est un rêve que nous poursuivons sans relâche. Alors on sait que le rêve chinois, c'est pas seulement le rêve de l'exploration et de la découverte, c'est aussi le rêve de faire de la Chine, enfin c'est d'ailleurs beaucoup plus qu'un rêve, hein, c'est l'objectif de faire de la Chine une très grande puissance à l'horizon 2040 et assez logiquement le spatial est un des éléments.
Ce rêve chinois, c'est l'aboutissement de ce qu'on avait appelé la longue marche spatiale. Alors, c'est vrai qu'en Chine, on aime beaucoup les slogans, et donc dans le spatial, on les retrouve depuis finalement 1956. Je souligne cette date parce que elle est antérieure au lancement du premier satellite qui ouvre l'ère spatiale, Sputnik, et c'est dès 1956 que Mao met en avant la nécessité pour la Chine d'être très tôt, le plus tôt possible, présente dans le domaine spatial, parce qu'il voit ça comme le moyen de gommer cet honteux 19e siècle, et dans lequel la Chine a été opprimée, foulée aux pieds, ignorée, et d'une certaine manière, enfin, et pas d'une certaine manière, j'allais dire d'une certaine manière colonisée, mais en tout cas largement infériorisée. Et donc le spatial, ce sont ces signaux qui permettent de rattraper d'un seul coup finalement le temps passé et de revenir sur le devant de la scène. Alors malheureusement, entre 1956, avec en plus une Chine qui est dans un état économique et scientifique et technique très en retard par rapport aux puissances comme les États-Unis et l'Union soviétique, cette ambition, elle va devoir faire avec la réalité qui est celle du grand bond en avant, la rupture avec l'Union soviétique qui était le pays qui aidait les Chinois à acquérir ses premières compétences spatiales, et puis la révolution culturelle qui va bien désorganiser le pays. Mais, et c'est ça sur quoi je voudrais insister, le spatial et l'activité spatiale et la représentation de la Chine dans l'espace, elle est toujours reconnue par les gouvernants politiques chinois, quels qu'ils sont. Et les gardes rouges et Lin Biao vont toujours considérer que c'est symbolique et que c'est très important, même si on a pu avoir des slogans, le drapeau rouge descend quand le satellite monte, mais enfin, globalement, il y a un soutien permanent, alors aménagé. Je passe sur les détails parce que j'ai pas le temps, mais on voit se manifester très clairement dans le spatial les grandes caractéristiques des politiques nationales, avec l'ouverture avec Deng Xiaoping, quelque chose de plus technocratique avec Jiang Zemin, une volonté de réorganisation bureaucratico-administrative avec Hu Jintao, et donc ce que je disais, le projet de puissance de Xi Jinping. Alors, les images qui sont largement diffusées de la Chine, hein, à l'intérieur et à l'extérieur, évidemment, elles vont beaucoup porter sur ce qui est le plus symbolique, c'est-à-dire les vols habités. Alors moi, j'ai choisi, j'ai pas fait un tri pour trouver ces images-là, hein, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de voir finalement, ça c'est des images qui datent de 2003-2007, de montrer comment finalement on avait ce côté festif, avec un côté qui est là quand même beaucoup plus l'ouverture avec le militaire qui est au centre du programme spatial habité, et puis là, peut-être un peu plus la notion de rêve. Et dessous, les nouvelles réalisations, à savoir le petit rover qui se balade sur la surface de la Lune, la future station spatiale, et une nouvelle base spatiale qui se situe à Hainan et qui est intéressante parce qu'elle montre un infléchissement du spatial chinois. Alors, ce traitement médiatique de ces réalisations chinoises, j'insiste tout de suite sur le fait qu'il est quand même très géopolitique. Et systématiquement, et là ça fait 3 jours que je fais des réponses aux médias, je suis toujours vraiment confrontée à cette question, la Chine, le dangereux compétiteur contre lequel les États-Unis doivent se défendre. Alors on est quand même très 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 loin de cette réalité-là, et j'ai refeuilleté un petit peu les informations en chinois, où on voit une très grande fierté nationale, et ce qui est tout à fait normal compte tenu de l'importance des missions qui sont réalisées, mais on ne voit pas du tout, je dirais, du côté chinois, cette idée que la Chine est en compétition avec les États-Unis. C'est vraiment les Occidentaux et les Américains en particulier qui mettent en avant cette image, aussi sans doute parce que du côté américain, ça leur permet de relancer leurs décideurs politiques, et en tout cas s'assurer qu'il y aura bien un soutien politique fort. Alors c'était 2 petits dessins, mais c'est vrai que c'est quand même très souvent comme ça et c'est même quasiment tout le temps comme ça, qu'on va représenter la conquête spatiale.
Alors évidemment, il y a de toute façon de l'autre côté un effet retour, hein. Le spatial, c'est aussi la fierté nationale. Et donc, à l'occasion de la fête nationale dernière, là, le 1er octobre, les médias chinois ont diffusé ce selfie de la sonde Tianwen-1 qui est en route vers Mars à cette époque, puisqu'elle est partie en juillet. Il faut plus de 6 mois pour faire un voyage vers Mars. Et donc, si vous regardez bien, je ne sais pas si on voit ma souris, mais là au milieu, ce que vous voyez, c'est le drapeau chinois. Et donc, vous avez tout une petite explication. J'ai mis le site dessous où, en plus, c'est très intéressant. On voit passer, enfin, c'est un site qui montre aujourd'hui en vidéo l'entrée de la sonde dans l'orbite martienne et le freinage. Et là, c'est une simple photo avec un petit commentaire qui explique comment et de quoi est fait ce petit drapeau chinois. Alors, quelle est la nature des ambitions spatiales chinoises? Ça, c'est quand même la grande question qu'on se pose. Alors, ce que je voudrais vraiment mettre en avant, c'est qu'on est dans une période qui évolue très vite et qui évolue finalement avec une accélération, comme toujours quand vous avez un cumul de compétences, ben, il y a un moment où effectivement ça vous permet de franchir un seuil. Et là, j'avais choisi, et ces planches ne sont pas anciennes, hein, finalement, ça c'est un extrait d'un film de 2013 qui montre comment, quand vous lancez depuis la base de Yucatan des satellites, eh bien, malheureusement, la courbe la trajectoire de ces satellites font que la chute des premiers étages tombe sur des zones habitées. C'est le seul pays au monde où on prend le risque de faire tomber effectivement ce premier étage, et donc on voit les résultats sur des habitations qui sont en dessous. Alors, il y a tout un système de protection des populations où on leur demande, au moment du tir, on les prévient, on leur demande d'aller se mettre à l'abri. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire sur un programme qui restait en quelque sorte jugé comme suffisamment prioritaire et stratégique pour que on admette les dommages collatéraux, on va dire. Et là, j'avais choisi de mettre donc la photo du rover, le lapin de Jade qui est sur la Lune, et de le comparer, parce que quand même, il ressemble pas mal au système Lunacode soviétique qui faisait eux aussi l'exploration de la Lune. Alors ça, c'était, je dirais, le milieu des années 2000. 10, pardon. Dans ce milieu des années 2010, vous voyez, j'ai repris ici une carte de la Chine, on voit bien les 3 grandes bases spatiales qui existent, et ces bases spatiales, elles sont toutes les 3 situées, elles ont été positionnées là où elles sont, dans le cadre de la politique du 3e front, qui consistait à préserver dans la profondeur du territoire les bases considérées comme stratégiques, et effectivement, il n'y avait pas que des lanceurs, il y avait aussi des missiles qui étaient utilisés, qui étaient testés et tirés de ces bases. Et puis, on a une nouvelle base qui est maintenant opérationnelle depuis 2016, et qui est la base de Wenchang, donc sur la presqu'île de Henan. Et là, vous voyez effectivement les photos du nouveau lanceur chinois, du lanceur lourd, qui représente en quelque sorte cette nouvelle étape d'une Chine qui banalise son équipement et ses infrastructures spatiales. Alors, ça, c'était une carte sur les entreprises d'État en Chine, et on note aujourd'hui l'existence, à côté de ces grosses entreprises d'État qui sont réparties quand même sur le territoire, l'apparition d'un nouveau spatial commercial sur lequel je reviendrai si j'ai un tout petit peu de temps. Alors, je sais bien que le sujet, c'est la géopolitique de la Chine, et c'est la Chine à la conquête de l'espace. Et je pense que dans le cadre précisément de l'espace circumterrestre, hein, de l'espace extérieur, c'est finalement le développement de la Chine qui est probablement le principal moteur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le satellite a l'avantage de vous permettre d'économiser les infrastructures terrestres. Et dans un immense pays comme la Chine, avec des zones désertiques, avec des montagnes, il y a un véritable besoin de gestion
globale du territoire et donc de cartographie, sans parler de la dimension contrôle du territoire, voire contrôle des populations, qui là encore demande des moyens dédiés que vous pouvez obtenir par des satellites d'observation de la Terre et sur lequel vous pouvez surtout coupler des systèmes de télécommunication qui vous permettent de transmettre les données. Par ailleurs, à côté de ces besoins que j'ai appelés gouvernementaux, parce que j'ose pas les appeler civils, mais enfin, ce n'est pas des besoins militaires au sens opérationnel du terme, et qui sont donc là depuis le début du spatial. Hein. C'est vraiment les premiers satellites chinois, ce sont des satellites qui font des télécoms et qui font de l'observation de la Terre. Donc vous avez en parallèle un spatial militaire qui est en développement et qui devient effectivement depuis les différentes réformes, y compris la dernière réforme de l'APL, qui devient de plus en plus marquant et qui se singularise par rapport au spatial civil. Et ça, c'est un point intéressant parce que finalement, là aussi, ça montre la maturité du secteur. Et puis, il y a suffisamment d'activités et de compétences spatiales pour que désormais aujourd'hui, les systèmes spatiaux soient spécifiquement mentionnés dans tous les grands projets de développement économique, mais aussi évidemment des projets de soft power, comme les nouvelles routes de la soie. Alors, le New Space aux caractéristiques chinoises, je m'aperçois que je n'ai pas beaucoup le temps d'en parler, donc je le garderai si ça vous intéresse pour les questions. Mais en tout cas, là, il n'y a pas de concurrence commerciale avec des grands projets comme ceux d'Elon Musk qu'on puisse voir dans un horizon à court ou même probablement à moyen terme, parce que l'écosystème chinois se prête beaucoup moins que l'écosystème américain à ce genre de réussite. Alors, ça, c'est un budget quand même du spatial dans le monde, et je pense que oui, la Chine à la conquête de l'espace sans aucun doute. La Chine a vraiment des fondamentaux de toute façon pour continuer et accélérer ses capacités spatiales, mais les budgets parlent et les faits malgré tout sont têtus. Le budget spatial américain, il est à plus de 40 milliards de dollars. Le budget chinois, on n'a pas de budget officiel, mais enfin aujourd'hui, on le chiffre autour de 10 milliards de dollars. Donc mettez que ça soit la taille de l'Europe, là c'est 2019, on est en 2021. Bon, mettons qu'on soit comparable. En tout cas, si vous faites un petit effort d'imagination, vous voyez bien qu'un budget spatial américain aussi énorme par rapport au reste du monde, depuis 50 ans que cette situation se présente comme ça, et bien effectivement, ça fait une avance assez incontestable. Donc je terminerai sur quelle est la place de la Chine sur la scène spatiale internationale. Alors ce qui est quand même très important de noter, c'est le poids de la position américaine qui exclut la Chine des coopérations spatiales. Et ça a été très mal vécu, je dirais, par les Chinois qui se sentent vraiment traités un peu quand même par le mépris et en tout cas systématiquement comme une menace. Et c'est également effectivement quelque chose qui handicape pas mal le spatial chinois dans son développement, à savoir le contrôle des transferts de technologie. Donc du coup, la Chine, qui a compté sur ses propres forces et qui a un spatial complètement autonome, elle utilise le spatial comme une alternative à la position dominante américaine. Et je terminerai sur cette planche où on voit finalement la diplomatie spatiale de la Chine qui progressivement construit des coopérations un petit peu dans le monde entier en proposant soit des satellites, soit de l'échange de données. Voilà. Et donc, oui, il y aurait bien d'autres sujets à traiter, mais ce sera pour une autre fois. Et donc, je voulais terminer sur ces équipes qui se félicitent de la mise sur orbite de la sonde autour de Mars il y a quelques années.